Il paraît qu'on fait tout derrière un écran, oui, mais pas forcément tout le monde. Une ordonnance appelée Bruxelles numérique suscite beaucoup d'interrogations, voire des inquiétudes. Alors nous, on va en débattre. Bienvenue sur le plateau de Versus. Avec cette semaine en plateau Bernard Clairfailly, bonjour, vous êtes ministre bruxellois en charge de la transition numérique, c'est votre projet, votre politique, on verra ce que vous essayez de mettre en place, on verra aussi ce qui inquiète notamment le secteur associatif. Stéphane Van den Eden, bonjour, vous êtes spécialiste pour lire et écrire Bruxelles et vous avez mené avec d'autres une fronde, organisé des manifestations, on verra quelles sont vos demandes. Attention, il faut un avis d'expert. Abdelkrim Bouchraf, bonjour, vous avez participé à plusieurs solutions numériques, notamment en région bruxelloise, et on a des questions pour vous, pour voir ce qui est faisable. Mais d'abord, Bernard Clairfailly, concrètement, c'est quoi l'idée? C'est de dire que dans 5 ans, tout le monde doit pouvoir tout faire derrière son ordinateur. C'est ça l'objectif de Bruxelles numérique. On ne serait plus obligé d'aller à l'administration pour demander un document, une carte d'identité ou autre? Non, pas du tout. C'est permettre aux citoyens d'avoir le choix du mode de communication, d'interaction avec le service public. Le numérique se développe partout. Beaucoup d'administrations font des offres numériques, Taxon Web, ou pour ma santé, ma pension. Le fédéral développe beaucoup de formules. Dans les administrations communales comme régionales aussi, on a accès à de l'information ou à de l'interaction, une demande en numérique, mais ce n'est pas toutes les demandes. Environ 84% des demandes existent en numérique. Je veux que toutes les formalités puissent être faites en numérique depuis chez soi, si on choisit ce mode de communication. Mais le numérique ne doit pas remplacer les modes de communication classiques, alternatifs. Aller au guichet si on souhaite rencontrer quelqu'un, pouvoir téléphoner ou remplir un formulaire papier. Mais surtout, nous visons à cadrer la manière dont le numérique se développe parce qu'il crée des questions de la société. Et dans beaucoup de cas, on développe le numérique sans penser aux gens qui ont parfois des difficultés. Donc on impose 2 choses aux administrations qui développent le numérique, ou 3 choses. Maintenir les 3 alternatives classiques dont je viens de parler, mais penser à l'inclusion des personnes qui ont des difficultés, donc prévoir un accompagnement, des petits mécanismes qui aident les gens qui veulent utiliser ce mode de communication et garantir l'accessibilité pour les personnes porteuses d'un handicap, la taille des caractères, la couleur, le son, en tenant compte donc de ces personnes-là. Aujourd'hui, quels sont les services qui ne sont trop souvent pas accessibles de manière numérique et sur lesquels il va falloir travailler activement pour vous? Ça concerne l'ensemble des services publics offerts par les administrations régionales comme communales. Ça s'applique aussi bien, et tout le monde pense au guichet de la commune pour faire ma demande de domiciliation, introduire une demande de logement social, ou introduire sa demande d'allocation familiale pour des choses comme ça. Mais ça concerne aussi, je peux réserver une salle à la commune pour mon activité jeunesse. Est-ce que je peux m'inscrire au séjour senior, l'activité senior? Dans certains cas, les gens souhaitent pouvoir le faire en numérique depuis chez eux. Et d'ailleurs, dans les consultations qu'on a faites sur ce projet, on a eu par exemple le Conseil de la personne handicapée qui indiquait qu'il voulait qu'on aille plus vite encore parce que pour une série de personnes handicapées, ne pas devoir se déplacer à la commune est un gain. Mais ce projet a parfois été mal compris. Certains pensaient que le numérique devait remplacer les autres modes de communication parce qu'il y a eu dans la société beaucoup de cas et beaucoup d'opérateurs privés, notamment les banques ou d'autres, qui ont, à travers le numérique, réduit l'offre classique. Moi, je pense que le numérique offre des services supplémentaires au mode d'interaction, mais le citoyen doit pouvoir choisir le mode d'interaction qui lui plaît le plus. Stéphane Van den Eden, ça vous rassure quand Bernard Clairfailly dit que ce sera quelque chose en plus de la présence physique? En tout cas, on note une évolution depuis maintenant 18 mois que l'on parle de ce projet d'ordonnance. On voit vraiment une évolution dans le discours de M. le ministre et on le remercie pour ça. C'est qu'au départ, on se trouvait devant un projet d'ordonnance de digital par défaut. Et au Parlement, la semaine passée, vous avez parlé d'humain par défaut, d'humain d'abord. Donc ça, on se rend compte que notre action, notre mobilisation de 200 associations, il y a eu 10 manifestations, des milliers de personnes, des pétitions, il y a 70 scientifiques qui nous ont rejoints dans nos inquiétudes. Donc on voit que ce discours a évolué. Il nous reste encore quelques questions, on y arrivera tout à l'heure. Mais ici, ce que je voulais rappeler, c'est quand même le contexte dans lequel s'inscrit ce projet de Bruxelles Ordonnance. À savoir que plus de la moitié des Bruxellois sont en vulnérabilité devant le numérique. Ça ne veut pas dire que plus de la moitié sont incapables, mais en tout cas sont sujets à des difficultés, soit d'ordre, ils n'ont pas envie d'utiliser le numérique, soit ils n'ont pas les capacités, les compétences, soit ils sont analphabètes, c'est un public que l'on connaît bien, soit ce sont des personnes migrantes, soit ce sont des personnes âgées, soit ce sont des personnes qui ont perdu les compétences numériques. Donc ça représente quand même une grosse partie de la population. Le deuxième élément, c'est qu'on se rend compte que
une bonne partie du temps de travail des assistants sociaux et des travailleurs de première ligne sont accaparés par la question du numérique. Et donc, à Scarbeck, une commune que vous connaissez bien, on a calculé que les travailleurs de première ligne consacraient un tiers de leur temps à aider les personnes à accomplir leurs démarches administratives en ligne. Ils ne sont pas formés pour ça, ils ne sont pas payés pour ça, mais ils le font parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a une détresse sociale qui est générée par le numérique quand il est trop... Alors à côté de ça, on dit qu'il y a un accompagnement numérique. Mais l'autre chiffre dont je voulais vous parler, c'est qu'il existe des EPN, donc des espaces publics numériques, qui peuvent donner l'utilisation, les compétences, l'assistance, mais sur l'ensemble de la région bruxelloise, c'est 10 équivalents de temps plein pour, je le rappelle, 300 à 400 000 personnes qui sont en difficulté face au numérique. Donc par rapport à tout ça, nous, on a voulu défendre le principe de l'humain d'abord, c'est-à-dire du numérique pour ceux qui le souhaitent, mais qu'il soit inscrit dans cette ordonnance de façon très claire, non ambiguë, non évitable, non contournable, le fait qu'il y ait de toute façon du guichet, du service téléphonique et du service postal. Ok, alors je retourne vers Bernard Carfailly. Est-ce que dans l'ordonnance, ou quelque part dans les arrêtés, il est prévu d'obliger, est-ce que la région a les moyens de contraindre les communes, par exemple, à maintenir certains guichets si elle décidait de les supprimer parce qu'elle constate que finalement, il y a une proportion suffisamment importante de demandes qui se font en ligne. Est-ce que vous avez la base légale aujourd'hui pour empêcher une commune de fermer un guichet ? Le texte dit des choses très claires là-dessus, peut-être plus clairement encore à suite aux discussions qu'on a eues avec les services que dans la version initiale, mais jamais la version n'a voulu imposer le digital, et le digital par défaut ne s'est trouvé dans aucun texte. Il prévoyait d'assurer le développement de l'interaction digitale pour 100% des démarches, mais jamais personne, et en tout cas ni jamais moi, ni jamais aucun membre du gouvernement n'a souhaité supprimer les autres modes d'interaction. Le texte dit aujourd'hui très clairement que les pouvoirs publics, et donc ça concerne aussi bien Actiris, le logement social, des grandes administrations, qu'une petite administration communale, ou la bibliothèque communale, ou la piscine communale, ou une petite association ASBL locale de quartier, ont l'obligation de garantir un contact physique, ça veut dire humain, un contact par téléphone, un contact postal, et aussi une offre d'interaction numérique dorénavant. Je viens de donner de là-dessus, puis après on entendra Abdelkrim Bouchraf. Mais sur les garanties dont parle le ministre, vous êtes rassuré, vous, oui ou non ? Pas entièrement. Et en fait, j'ai une question très, très claire à vous poser. En fait, il se trouve qu'on est au milieu du chemin par rapport à cette ordonnance, puisque ça a été voté la semaine passée une première fois, ça va l'être une deuxième fois vendredi dans l'Assemblée de la COCOF. Et donc, il se pourrait qu'il y ait encore un nouveau débat, il se pourrait que vous preniez encore la parole. Et donc, nous, on a une seule question à vous poser, vous la connaissez maintenant, c'est que en fait, bon, on ne va pas rentrer dans le détail technique de cette ordonnance, mais à un moment donné, on parle de charges disproportionnées. Et donc, ce qu'on voudrait vous demander, c'est de dire très clairement qu'il n'est pas possible que les administrations puissent invoquer une charge disproportionnée pour réduire ou contourner une obligation de guichet de service postal ou de service téléphonique. C'est ça notre inquiétude. C'est qu'ils utilisent des ficelles dans votre texte pour invoquer des charges disproportionnées ou autres pour les contourner. Bernard Carfailly là-dessus. Donc aujourd'hui, en tout cas, il est très clair que les services publics, dans la conception générale qu'on en a, ont l'obligation de servir leur public, et ils le servent déjà avec un accueil physique, téléphonique, postal et numérique en partie. Il doit être absolu. La notion de charge disproportionnée est une exception à la règle, donc il n'est pas question que ça devienne la règle. J'entends bien que les 4 canaux d'interaction doivent être l'offre la plus générale possible. L'exception, c'est l'hypothèse de la toute petite ASBL de quartier qui n'a qu'une activité marginale, qui fait des activités d'accueil d'enfants 15 jours pendant l'été. Et elle a un tout petit budget, tout petit niveau. Celle-là, elle pourrait justifier l'exception en disant le public que j'ai, c'est 100 parents du quartier qui viennent s'inscrire. Je sais garantir un accueil physique, mais pas téléphonique, par exemple. Bon, voilà. Il s'agit d'exceptions, mais le principe de la règle, et je l'ai dit depuis le début, c'est qu'il ne faut pas, comme on l'a fait dans le secteur privé, comme le font les banques, comme l'ont fait les mutuelles, comme l'ont fait des entreprises privées. Vous comprenez que c'est ça qui inquiète beaucoup de gens. Exactement. Et à travers le Covid, et on a discuté avec les réécrits longtemps, à travers le Covid, on a eu des fermetures obligatoires de plein de services, plein de guichets dans les communes. Ça, c'était une question que je voulais vous poser. Après, on va vers Abdelkrim Bouchraf, qui est très sage. Mais très sage depuis le début de l'émission, alors qu'il n'a pas eu la parole. Mais Bernard Carfailly, toutes ces administrations qui ont fermé des services, je parle bien des administrations, des services publics qui ont fermé des services pendant le Covid, certains n'ont pas ouvert. Vous avez les moyens de leur dire maintenant il va falloir ouvrir parce que l'ordonnance est là ? Oui. L'ordonnance indique que ceux qui ont oublié de les réouvrir doivent
doivent les réouvrir. C'est bien ça l'esprit du texte. Ok. Il faut savoir que le Covid s'était forcé par la situation sanitaire. Je voudrais quand même sanitaire. entendre l'expert là-dessus, parce qu'on comprend l'inquiétude de la praticabilité de toutes ces applications, de ces sites internet. À quoi il faut veiller? Est-ce que, pour le spécialiste que vous êtes, à quoi vous veillez quand vous accompagnez notamment des services publics à Bruxelles pour que vraiment ces services soient utilisables en ligne? Et quels sont les guidelines finalement? Les guidelines viennent évidemment des ordonnances, des lois, des directives européennes et des règlements. Mais quand vous êtes contacté par une administration qui veut faire un site internet, il faut veiller à quoi? Donc on commence déjà par évidemment connaître le texte, même en tant qu'informaticien, informaticienne, c'est le minimum. Après évidemment il y a des règles qui sont évidemment d'usage, les langues que l'on parle dans le pays, que l'on parle dans la région, et puis on continue avec d'autres questions qui sont principalement les langues qui sont parlées par pas les autochtones, mais en tout cas les plus âgés, ou alors les citoyens, parce que les citoyens peuvent parler turc, peuvent parler arabe, peuvent parler bulgare, ukrainien ou d'autres langues. Et donc là commence évidemment le choix, évidemment qui sont aussi basés sur les budgets. Est-ce qu'on va mettre à disposition, et ça a été le cas ici pour la région, de mettre à disposition un site en un temps record pour permettre aux Ukrainiens d'accéder et d'avoir des informations sur la vie à Bruxelles et en Belgique. Quelque chose qui me revient, et je l'ai vu en préparant ce débat, on dit mais il y a certaines administrations en ligne, on arrive à se connecter sur le site via un ordinateur, mais via un smartphone c'est plus compliqué. Est-ce que ça, on n'a pas encore pris le virage du smartphone dans les services publics à Bruxelles? Si, il y est, mais le nombre de tests à effectuer, en fait, devient élevé. Donc après, évidemment, restent les ressources disponibles pour pouvoir faire des tests, où on essaie de faire des tests automatiques, mais qui, au final, en fait, ne sont pas vérifiés pour chacune des versions. Donc ça, c'était un petit peu normal. J'ai encore eu le cas récemment où je n'avais pas le bouton OK disponible sur un site. Je pense qu'il était fédéral. Alors, il fallait changer le format, comme vous dites, passer en mode PC pour avoir le bouton OK pour pouvoir continuer son opération. Effectivement, c'est donner à peu de monde la possibilité de le savoir et puis de pouvoir le faire. Donc effectivement, la complicité du nombre d'appareils, parce que maintenant les gens ont leur GSM, ils ont leur montre, ils ont leur tablette, ils ont leur PC, et donc effectivement ça augmente évidemment les coûts des projets qui ne sont pas illimités, ça on le comprend bien. Donc effectivement, comme vous le dites, l'usabilité, donc l'ergonomie est un sujet extrêmement important. Puis évidemment le ministre parlait de la voix. Est-ce que les gens peuvent entendre une voix poser la question? Est-ce que le champ est assez grand, est assez petit? Donc effectivement, quand vous tapez Nederoverenbeek, il faut que ça rentre sur un... Donc ce sont des choses extrêmement pratico-pratiques qu'on discute pendant les développements. Et je vous Le nerf de la guerre, c'est toujours le budget, vous l'avez dit. Le budget, mais aussi l'interface utilisateur. Donc je donne un exemple. Un jour, on doit afficher sens unique, et puis en néerlandais, c'est Inrichtingstraat. Eh bien, tout l'écran est cassé. Et évidemment, on a travaillé ça en amont. On s'arrange pour que ça n'arrive pas, évidemment, aux yeux du premier utilisateur venu. Mais effectivement, la complexité et les langues, le nombre de choix, parce qu'ici on travaille dans un pays normalement trilingue. L'allemand n'est pas connu pour être court en termes de texte par rapport au français, à l'anglais. Donc vous voyez, toutes ces discussions se font, les couleurs, les contrastes. On est bon dans la numérisation si on se compare à d'autres pays. Vous travaillez parfois à l'international. On est bon en Belgique ou pas? Écoutez, la Belgique, grâce à l'e-government depuis 2001 et le site belgium.be, la Banque Carrefour des entreprises de sécurité sociale. Donc la réponse est oui. Ça, c'est assez simple. Je veux dire, en tant que Belge, là, on est assez tranquille. Évidemment, il suffit qu'un autre pays mette une carte d'identité, automatiquement, il récupère notre niveau quelque part. La particularité de la Belgique, c'est évidemment son trilinguisme. Vous savez, 3 régions, les communautés, etc. Ce sont toutes des discussions que l'on a. Stéphane Van Donnet, vous partagez cette idée qu'effectivement on n'est pas mauvais en matière de numérisation, ou bien ça vous inquiète quand vous regardez les services offerts aux citoyens à Bruxelles? Vous avez un peu regardé dans les communes, celles qui font bien le job, je vais dire, ou celles pour lesquelles il y a du boulot encore? Mais effectivement, la situation dans les 19 communes est assez disparate. Et donc, c'est pour ça qu'il était important qu'il y ait cette ordonnance pour cadrer le Far West et arriver à ce qu'il y ait un minimum. Oui, c'était un Far West numérique. Okay. Quand dans certaines communes, il faut un QR code pour rentrer, quand dans d'autres... Mais il me semble qu'à Schaerbeek, ça a été le cas, ça a été supprimé, oui, puisque certains ont fait remarquer que ça n'était pas un bon système. Exactement, donc il y a eu une pression de la coordination sociale. Quelles sont les communes qui elles, ont été bonnes dans ce contact humain et social, quelque part? En fait, il y a eu différentes approches. Donc à Schaerbeek, il y a une coordination sociale qui rassemble les associations, qui a fait pression pour un certain nombre de services qui devaient revenir en
en présentiel, on va dire ça comme ça. À Saint-Josse, c'est une volonté politique, que c'est une toute petite commune, de garder absolument tout en contact humain. À Bruxelles, ils ont encore fait autrement. Ils ont mis en place une charte numérique responsable. Et donc, c'est à nous maintenant de veiller à ce que cette charte se développe et qu'elle réalise sa volonté d'inclusion numérique. Mais à côté de ça, il y a des communes, 6 ou 7, à Uccle, à Molenbeek, à Saint-Gilles, où il faut inscrire ses enfants à l'école via le numérique et pas autrement. Vous voyez, donc il y a 19, c'est un vrai patchwork, il n'y a pas encore de test achat de l'accessibilité numérique à Bruxelles, mais il n'en reste pas moins que quand j'entends tous les formats qui existent, à côté de ça, l'A4, le papier A4, il est format tout à fait réglementé, et il n'y a aucun souci avec celui-là. Et donc nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'à côté de tous les petits formats numériques, il existe encore la solution A4, le papier, que l'on puisse déposer à la commune et dialoguer avec une personne pour vérifier effectivement qu'il est correct. Bernard Clairfailly, la numérisation, c'est aussi un moyen de faire des économies dans le budget des communes. Il faut investir pour développer l'application, le site, que sais-je. Mais après, on fait une économie sur le long terme. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque à un moment donné que des communes, parce qu'en difficulté financière, parce qu'une crise s'ajoutera à une autre crise, essayent de supprimer tous ces services humains, entre guillemets, pour une question avant tout financière? Mais d'abord, le texte, je répète, est très clair. On ne peut pas utiliser le numérique pour supprimer les canaux existants, l'accès à un guichet à une personne, l'accès à quelqu'un qui veut rendre ton téléphone ou l'envoi d'un formulaire, d'un document papier par voie postale ou dans une boîte. Donc, ce n'est pas possible. Peut-être que si plus de gens, de citoyens, choisissent d'utiliser le numérique, il faudra peut-être garder 2 guichets plutôt que 4 guichets, pour autant que les files ne soient pas plus longues et qu'on soit bien traité au guichet. Et peut-être qu'il y a des économies, bien que l'informatique coûte cher aussi à développer aux communes, surtout si on veut veiller à toutes les contraintes technologiques dont on vient de parler et offrir du numérique de qualité, parce qu'actuellement, le numérique se développait sans vérification, sans standard, sans règles. Donc mettre de l'ordre dans ce développement spontané est à mon avis une bonne chose. On est la première entité en Europe, je pense, à cadrer clairement ce qu'il faut faire et ce qu'on ne peut pas faire en matière de numérique. Mais les pouvoirs publics, Boucheraf, qu'on est dans les normes en matière de numérisation, on est bon en Belgique, ça vous... Je répète, vous travaillez parfois avec l'étranger, avec la région bruxelloise, mais avec d'autres régions aussi. Il y a des règles, encore une fois, il y a des standards internationaux, comme pour les standards d'accessibilité du web, où vous avez des règles qui disent comment vous pouvez définir un écran. Par exemple, si vous voyez un drapeau belge, il ne faut pas simplement dire noir, jaune, rouge, il faut dire que ce sont 3 couleurs qui sont à la verticale, pour que les personnes qui sont non-voyantes sachent vraiment un petit peu plus. Donc, il y a toutes ces règles qui sont à mettre en place, qui sont mises dans les processus de développement de logiciels pour que l'on ne les oublie pas et que les informaticiens et informaticiennes soient informés lorsqu'on oublie ce genre de choses. Je vais terminer sur la question des économies. Si les pouvoirs publics, une commune, un service régional, dépensent moins pour telle mission, ce n'est pas comme dans le privé où on a fait du profit, on le met dans la poche et on le distribue aux actionnaires. Le service public, c'est le service public. Son argent est redistribué ou réaffecté à d'autres missions. Et peut-être que si plus de citoyens utilisent la boîte Internet pour faire des demandes, on a plus de temps au guichet pour s'occuper de ceux qui viennent encore au guichet. Ou on a plus de budget globalement pour les politiques sociales ou les politiques d'autres missions de service public. Les communes et les pouvoirs publics restent rarement avec des surplus budgétaires. C'est plutôt le contraire. C'est parce qu'il y a des demandes constantes de services au public. Et c'est la noblesse du service public que de servir et d'accueillir tout le monde avec sa diversité. Un site internet ou développer une application, je n'ai pas d'idée, ça coûte quelques milliers d'euros, quelques centaines de milliers d'euros de développer un site pour une commune ou pour un service public. Pour les services publics, là c'est directement plusieurs dizaines de milliers d'euros, puisque vous devez vous intégrer à ITSMI, vous avez effectivement vos règles linguistiques, vous avez des règles de couleur, de contraste, évidemment de handicap auxquelles il faut faire attention. Donc la réponse est oui, ça coûte très cher. Et au fur et à mesure du temps, la cybersécurité qu'il faut mettre en place commence à devenir, je pense, à terme, un souci pour les budgets des régions, des communes, puisqu'il y a aussi des commentaires de temps en temps, des plus petites associations, des CPS qui nous disent, écoutez, là c'est trop cher, les licences de logiciels nous coûtent trop cher, il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Oui, en fait... Il faut quand même faire attention.
le numérique n'est pas forcément une économie, n'est pas du tout dématérialisé et n'est pas nécessairement entièrement aux mains du service public. Donc ce n'est pas forcément une économie, on vient d'expliquer, par la cybersécurité, par l'obsolescence des logiciels, du matériel, par la formation des personnes pour l'utiliser et pour apprendre le public à l'utiliser. Ce n'est pas dématérialisé parce qu'il y a tout l'impact environnemental du numérique. Ça, c'est quelque chose qui est souvent ressorti dans les débats. Oui, mais qui n'a commission. jamais été débattu, malheureusement. C'est totalement... Non, mais dans les échanges, moi j'ai suivi les débats au Parlement, ça revient dans c'était plusieurs groupes. évoqué, mais il n'y a pas eu d'étude d'impact, par exemple. Et ce n'est pas forcément le public. Et Christine Bouchra n'est pas tout à fait d'accord. Vous n'acceptez pas l'idée que vous polluez attendez, c'est quand même 4% à terme, autant que le transport aérien, donc ce n'est pas rien, d'accord. C'est aussi des conséquences par rapport à l'eau, par rapport à l'énergie, par rapport aux minéraux rares. Donc je veux dire, ce n'est pas anodin. Et le troisième élément, je termine, le troisième élément, ce n'est pas forcément du public, et on vient de le rappeler. Quand on dit qu'il faut s'intégrer à ETSMI, ça veut dire qu'on s'intègre vis-à-vis d'un partenaire privé. Monsieur Bouchra, là-dessus. Sur l'aspect environnemental, j'ai encore une question qui concerne les entreprises, mais voilà. Donc l'aspect environnemental, c'est par rapport aux études. Là, voilà, j'ai vu des collègues qui, eux, ne s'occupaient que de ça. Donc là, il faudra trouver la bonne personne, mais vous allez trouver des études sur, évidemment, des critères extrêmement précis pour essayer de réduire à terme les empreintes écologiques. Et puis la deuxième question... je l'ai oublié. Moi, j'avais une question encore sur les garanties que vous pouvez offrir, non pas aux citoyens. M. Van den Eede nous parlait des personnes fragilisées, des personnes qui sont analphabètes, qui n'ont pas la maîtrise de la langue. Mais j'ai vu dans les débats parlementaires que certains députés s'inquiétaient notamment pour les entreprises. C'est vrai qu'il y a des entreprises professionnelles qui sont dirigées par des gens qui ne sont pas à l'aise en la matière. Hein. Les analphabètes informatiques ne sont pas toujours ceux qu'on imagine. Est-ce que là-dessus, il y a aussi des garanties pour les PME et leur contact avec les services publics ? Mais les entreprises ont des obligations générales que les pouvoirs publics peuvent mettre à leur charge. La première des obligations, la plus simple pour toute entreprise, c'est d'établir sa comptabilité et de déposer ses comptes à la Banque nationale. L'État fédéral, depuis de nombreuses années, impose à toutes les entreprises, mon petit boulanger, comme les grandes entreprises belges, de déposer leurs comptes de manière électronique à la Banque nationale. Parce que l'entreprise ne fait pas elle-même nécessairement ses comptes. Elle passe par un tiers, par un comptable, pour assurer les services, et ça lui coûte un peu d'argent, elle le met dans son calcul économique, et mon boulanger, c'est dans le prix de mon croissant ou de mon pain, s'il a dû faire appel à un comptable qui a utilisé l'électronique. Donc pour l'entreprise, c'est très différent que pour un citoyen. Par contre, pour les citoyens, il faut vraiment permettre aux citoyens de choisir le mode de communication qu'ils veulent, et même si je suis un geek et un spécialiste de l'informatique, je dois pouvoir choisir d'avoir quelqu'un face à moi pour m'expliquer quelque chose que je souhaite avoir. Donc il ne s'agit pas d'être compétent ou pas compétent en informatique, d'avoir ou de ne pas avoir un ordinateur, il s'agit de vouloir et de considérer que c'est un mode de communication pratique, efficace. Parce que l'informatique, ça me permet quand même, quand je rentre le soir à 20h, de faire une demande à la commune sans devoir me libérer en journée quand c'est ouvert ou de téléphoner en demandant à mon patron si je peux pendant un quart d'heure quitter mon bureau. Donc ça rend des services utiles aux gens et dans certains cas ça automatise une série d'aides sociales. Je vais encore prendre des exemples très simples. Vraiment en 12 secondes, il nous reste une minute. Pour une demande de logement social, dans le temps il fallait joindre la composition de ménage qu'on allait chercher à la commune et mon avertissement extrait de rôle qu'on photocopiait du ministère des Finances. Maintenant on clique, j'autorise le logement social à chercher ces informations automatiquement auprès des administrations. Et comme demandeur de logement social, j'ai beaucoup moins de démarches à faire qu'auparavant. C'est plus automatique et le renouvellement chaque année de ma demande peut se faire automatiquement. Ça simplifie la vie des citoyens. Si on le choisit, on peut continuer à conserver une demande papier si on le souhaite. Allez, on passe à l'argument recevable. Christine Bouchra, vous avez entendu des arguments recevables à droite ou à gauche ? Recevables, oui, des deux côtés. Oui, non. Le fait qu'effectivement les utilisateurs puissent évidemment accéder aux services 24/24, c'est une réalité. Évidemment, le pendant, c'est que les systèmes informatiques tombent en panne. Ça, voilà, c'est la vie. Mais en attendant, il y a des moments où c'est pas le bon moment, et c'est à ce moment-là où je suppose que beaucoup de gens peuvent évidemment se plaindre au moment de rentrer sur Taxon Web. Vous avez entendu un argument recevable chez Bernard Clairfailly ? J'en ai entendu beaucoup et je trouve qu'il plaide merveilleusement bien pour effectivement le libre choix de l'utilisateur et j'espère... En général, quand c'est comme ça, après il y a un... Eh bien non. Et j'espère qu'il continuera à tenir ses arguments et cette force. Est-ce que vous maintenez votre
potentiel recours devant la Cour constitutionnelle. J'ai lu que c'était à l'étude. Ah, écoutez, on verra, on doit analyser tout ça, on verra ce qui se passera vendredi à la COCOF déjà. On espère que M. Caffailly répétera ce qu'on lui avait demandé en termes de réponse à nos inquiétudes. Et puis, sur base de tout cela, de tous les arguments échangés, on examinera effectivement la possibilité d'aller en recours. Bernard Clairfailly, un argument recevable du côté de lire et écrire Bruxelles? Ils ont tout à fait raison de dire, et je le répète aussi, que tous les citoyens ne souhaitent pas et ne sont pas habilités à utiliser le numérique. Une partie importante de la population souffre d'inégalités numériques à des degrés divers. Des gens pas du tout, des gens un petit peu mais ou bon. Et donc il faut tenir compte de ça. En région bruxelloise, nous avons adopté un plan d'appropriation numérique élaboré avec le secteur associatif, le réseau Cabane, avec la Fondation Rabaudouin, pour essayer de déployer des stratégies pour mieux accompagner les gens. C'est bien insuffisant, vous avez raison, j'aimerais bien qu'il y ait plus de personnel qui puisse être donné au réseau pour mieux accompagner les gens, mais en tout cas, on est conscient de cette réalité et on a augmenté le budget dans cette législature, donc c'est un vrai enjeu, les inégalités numériques dans notre société d'aujourd'hui. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de Versus. On se retrouvera la semaine prochaine à un autre thème et de nouveau beaucoup de questions.